mieux se protéger dehors qu'à l'intérieur des maisons, par exemple, avec le masque. Et c'est quelque part une absurdité, parce que le risque est beaucoup plus élevé à l'intérieur des foyers qu'à l'extérieur. Je vais être provocateur, mais on pourrait très bien ne pas porter le masque dehors. Par contre, il faudrait le porter de manière rigoureuse dans le domicile, parce que c'est là que se passent les contaminations. C'est une maladie de l'interaction sociale en lieu clos. En lieu ouvert, le risque est probablement quasiment nul. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est reparti pour une nouvelle matinée santé. Le professeur Éric Côme est mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Hôpital dans lequel vous travaillez depuis 1989 et dans lequel vous avez vécu les épidémies de sida, de grippe AH1N1, les infections à coronavirus, MERS et SRAS. Et vous précisez dans votre livre que vous n'avez pas de lien et d'intérêt majeur avec des labos pharmaceutiques concernés par la Covid ou l'infection du VIH et que vous n'avez pas de lien non plus avec quelconque parti politique. Pourquoi est-ce que vous précisez ça ? Je précise ça un peu pour me démarquer des autres, en fait. Et puis parce qu'on a beaucoup parlé des liens d'intérêt des collègues avec les laboratoires pharmaceutiques. Ah, vous ne dites pas conflit d'intérêt, hein, oui, je préfère parler de lien, parce qu'en fait, ça se rapproche plus du lien que du conflit, ces histoires avec les laboratoires pharmaceutiques. On n'est pas dans le conflit, on est vraiment dans le lien. Donc voilà, ça me distinguait des autres. Et puis comme moi, en plus, j'ai toujours fait attention à ne pas en avoir, justement, parce que ça me gênait. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, avec tous les experts qui sont apparus à l'occasion de cette crise, on ne sait pas qui a des liens d'intérêt, qui est proche d'un parti politique. On commence à le savoir, mais finalement, quand on écoute un spécialiste, on réfléchit pas toujours à ça. Oui, mais en fait, pour les liens d'intérêt, c'est assez facile à savoir, puisque c'est très transparent, en fait. On déclare tous nos liens d'intérêt auprès des laboratoires pharmaceutiques sur une plateforme de la République française, dont même moi j'en ai des tout petits avec plein de labos. Ça doit pas aller à plus de 1000 euros par an, je pense, mais voilà, on en a tous, en fait. Voilà. Mais on les déclare de façon obligatoire. Après là, avec ce qui a été mis sur la table, c'est vrai qu'on est allé ça a été stratosphérique, puisque ça s'est chiffré en centaines de milliers d'euros pour certains collègues, Alors vous êtes auteur de Urgence sanitaire aux éditions Robert Laffont, et donc j'ai appris dans votre livre que cracher par terre, c'est toujours interdit en France conformément à un décret du 22 mars 1942, et ça peut coûter presque aussi cher que le non-port du masque ou le fait de sortir sans son attestation. Oui, c'est vrai, mais sauf que c'est évidemment pas respecté, encore moins appliqué et encore moins sanctionné. Voilà, ça fait partie des choses troublantes qu'on a dans notre société, dans notre législation. On voit même les images des footballeurs millionnaires ou milliardaires, pour certains d'entre eux, en train de cracher par terre à longueur de temps. Quand on fait du sport, j'ai envie de dire, c'est presque pas obligatoire, mais... Oui, peut-être, je sais pas. Mais j'ai fait beaucoup de sport, c'était du sport de salle, je peux vous dire qu'on crachait pas par terre. Ouais. Mais est-ce que finalement, pour ce qui concerne le coronavirus, ça peut s'avérer être une source de transmission, le crachat ? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, mais bon, c'est intéressant de relever que ça faisait partie quand même des grandes mesures d'hygiène au moment de la tuberculose, à la fin du 19e siècle. On disait deux choses. On disait qu'il fallait aérer les pièces, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres, ce que vous faites ici dans le studio, et c'est très bien. Et puis, ne pas cracher par terre. Ce qu'on nous reproche souvent... Quand vous regardez les vidéos, en fait, le bruit que vous entendez, c'est parce qu'on a la fenêtre ouverte. Voilà, on fait comme on peut et on n'a pas de clim. Ouais, mais parce que vous dites aussi que dans votre livre que finalement, la climatisation en circuit fermé, ça peut être un point d'interrogation dans la transmission de la maladie. C'est clairement un point d'interrogation. Par contre, aérer les pièces en ouvrant les fenêtres, ça, c'est pas un point d'interrogation. C'est fondamental de le faire. Et je vois que vous le faites et c'est vraiment super. À noter que la nuit dernière, les députés de la majorité n'étaient pas assez nombreux et que l'état d'urgence sanitaire n'a été prolongé que jusqu'au 14 décembre prochain. Alors on rappelle pour tout le monde ce que c'est que l'état d'urgence sanitaire. C'est quand même une mesure d'exception. Oui, alors je ne suis pas la meilleure personne pour vous expliquer l'état d'urgence sanitaire, puisque ça renvoie à des textes législatifs, mais globalement, effectivement, c'est l'État qui se donne le droit, au nom du sanitaire, de gérer l'urgence à sa façon. Alors c'est un livre qui couvre les 6 premiers mois de l'épidémie.
aussi. Et avant. Ouais, et aussi, oui, puisque vous remontez Je remonte à 4 siècles avant Jésus-Christ. à l'histoire des épidémies. Ouais. C'est aussi une façon de vous interroger sur votre spécialité. On peut Vous voir. êtes épidémiologiste, en fait, finalement. Alors moi, en fait, ma vraie spécialité, j'en ai deux. Je suis à la fois dermatologue et spécialisé en maladies infectieuses. Après, effectivement, j'exerce la dermatologie, disons, infectieuse et tropicale, mais pas le reste de la dermatologie, puisque j'ai choisi finalement maladies infectieuses et tropicales. Mais je suis avant tout un tropicaliste, un médecin infectiologue orienté sur l'international, disons. Vous vous étonnez qu'il y ait tellement de spécialistes du sida qui sont en train de communiquer sur la maladie et qui sont des conseilleurs. Pourquoi est-ce que c'est une question importante ? C'est effectivement, c'est pas uniquement que ce soit des spécialistes du sida, c'est aussi que ce ne sont pas des infectiologues, quoi, si vous voulez. Certains d'entre eux sont spécialisés en maladies infectieuses, mais d'autres ne le sont pas. Et ceux dont on parle le plus ne sont pas spécialisés en maladies infectieuses, donc ils n'ont pas forcément cette culture de l'épidémie, de l'urgence sanitaire, de la prévention. Et d'ailleurs, on voit bien que on n'a pas du tout été bon sur le plan santé publique, prévention, vis-à-vis d'une épidémie qui est en train de nous heurter de plein fouet. Sinon, on n'aurait pas été obligé de confiner une première fois, puis de reconfiner une deuxième fois, et puis, qui sait, reconfiner une troisième fois, on ne sait jamais. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, c'est bien comme formule. Je regrette de ne pas l'avoir su plus tôt, sinon je l'aurais mis dans le livre. Ouais. Mais vous préférez Confucius ? Oui, j'aime bien Confucius, mais j'en cite d'autres. Voltaire, Camus, Coluche même. On se rend compte que ceux qui ont bien vécu la séquence, ce sont des pays qui s'apprêtaient et qui s'étaient préparés à revivre une épidémie, soit de SRAS ou de MERS. Quels sont ces pays ? Alors effectivement, les pays que j'appelle confucéens dans mon livre, qui avaient déjà été impactés de plein fouet par l'épidémie de SARS en 2002-2003 et par l'épidémie de MERS-CoV, alors ça c'était uniquement la Corée du Sud en 2015 je crois, ces pays-là, Taïwan, la Thaïlande dans une moindre mesure, mais Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, effectivement Hong Kong, le Vietnam, qui avait été lourdement impacté par le SARS, ces pays-là se sont évidemment très bien comportés sur le plan préventif, et d'ailleurs on voit, ils n'ont pas été impactés par le Covid comme nous on l'a été, et surtout ils n'ont pas mis à plat leur économie pour pouvoir gérer la saturation des hôpitaux. Taïwan qui déclare ne pas avoir de nouveaux cas sur son sol depuis 200 jours. Oui, ça prouve qu'ils sont très bons. Alors ça c'est facilité par le fait que c'est une île. Je renote quand même que mieux vaut être une île quand on s'occupe de Covid. Vous avez vu la Nouvelle-Zélande par exemple qui aussi arrive à mater l'épidémie, mais c'est une île. Il y a très peu de pays continentaux qui ont réussi, mais le Vietnam a réussi, la Thaïlande aussi, mais la Thaïlande a plié son économie du tourisme, donc ça va poser un problème, et j'en parle aussi effectivement dans le bouquin. Oui, je connais très bien l'Asie en fait. Est-ce qu'ils vont réouvrir les frontières ? Parce qu'à un moment donné, s'ils réouvrent les frontières pour les touristes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça va revenir tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Leur but c'est de réouvrir à des touristes entre guillemets propres, sains disons, c'est-à-dire sans Covid. Donc soit ils créeront des bulles, par exemple dans des paradis touristiques thaïlandais, ils créeront des bulles, et puis les Japonais ou les Chinois arriveront dans ces bulles après s'être testés négatifs, ce qui est quand même un sacré concept. Soit ils entendront l'arrivée d'un vaccin, mais voilà, j'espère pour eux qu'il arrivera le plus vite possible, parce que sinon ils vont avoir d'énormes problèmes économiques. Mais qu'est-ce que nous, en France, on peut importer de la façon dont ils ont traité l'épidémie ? On peut le faire ou finalement pas ? C'est pas comparable. On n'est pas tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire que certains disent que ce ne sont pas des pays démocratiques et que c'est pour ça qu'ils y arrivent. Moi, je refuse de croire ça, parce que je pense pas que la Nouvelle-Zélande soit un pays totalitaire. Je pense que c'est plutôt un pays démocratique. Je pense même qu'ils ont une démocratie qui est tellement... dont on pourrait apprendre des choses. Et puis, si on prend, par exemple, la Polynésie française est impactée, mais si on prend la Nouvelle-Calédonie, par exemple, la Nouvelle-Calédonie n'est pas impactée
respecter, et c'est un territoire français d'outre-mer, donc on ne peut pas dire que ce soit un régime totalitaire en Nouvelle-Calédonie. Donc il n'y a pas que les régimes totalitaires qui y arrivent, les régimes démocratiques peuvent y arriver, c'est juste un problème d'éducation et de responsabilité individuelle et collective. Donc ça veut dire que finalement c'est une question de discipline des populations ? C'est une question de... Enfin, il faut quand même que nos gouvernants, en tout cas les gens qui s'expriment, aient la confiance de la population, ce qui malheureusement n'est plus tout à fait le cas, ce qui vraiment pose problème. Mais sinon, c'est un problème de responsabilité individuelle, mais aussi collective. Et il faut que les deux aillent en parallèle, quoi. Et au niveau collectif, on n'a pas été bon du tout. Qu'est-ce qui n'a pas été bon au niveau collectif ? J'en parle dans le bouquin. C'est bon. D'abord, on n'a pas été bon. Ce qu'on a mal géré, c'est autant pour la phase de confinement, vous voyez, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait, on avait tous été surpris, on manquait de tout, on manquait de masques, on manquait de tests, etc. Mais là où on n'a pas été bon, c'est dans le déconfinement. Le déconfinement a été très mal fait. Je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'en plus, monsieur déconfinement est quand même notre Premier ministre. Et Premier ministre aujourd'hui, voilà, donc... oui. Bon, donc je suis désolé de dire ça, mais malheureusement c'est une réalité. On n'a pas fait bien tester, tracer, isoler. On n'a pas respecté la quarantaine quand on a réouvert les frontières, d'ailleurs sans même aucune précaution. Fin juin, début juillet. Je vous interromps, mais la quarantaine est devenue une septaine. C'est-à-dire que c'est ce que personne ne comprend finalement. Oui, alors en fait, quarantaine, oui, vous avez raison. Quarantaine, c'est un terme qui est hérité de la peste. C'est pour ça que je remonte 4 siècles avant Jésus-Christ dans le bouquin, parce que en fait, j'explique que toutes les méthodes qui ont été utilisées pour lutter contre le Covid, c'est des méthodes héritées du Moyen-Âge et même de l'Antiquité pour certaines d'entre eux. La fuite, par exemple, c'est hérité de l'Antiquité, et la quarantaine, c'est hérité du Moyen-Âge, donc c'est hérité de la peste. Et on parlait de quarantaine en faisant allusion à 40 jours, mais en fait, on a gardé le terme pour une quarantaine de 14 jours au début de l'épidémie, maintenant une quarantaine de 7 jours. Voilà, c'est vrai que ça peut apparaître un peu bizarre de parler de quarantaine de 7 jours ou de 14 jours. Pourquoi une quarantaine ou une septaine donc de 7 jours si on est toujours contagieux à ce moment-là? C'est ça que... En fait, la quarantaine, c'est un terme qui consiste à dire qu'on va isoler les personnes à risque, on va isoler les contacts pendant la durée d'incubation de la maladie. Donc, quand on considère que la durée d'incubation de la maladie, c'est 14 jours, ce qui d'ailleurs est la vérité, la durée maximum d'incubation de la maladie, c'est 14 jours. La durée moyenne, c'est 3-5 jours. Mais la durée maximum, c'est 14 jours. Donc, on garde les personnes en isolement pendant la durée maximum d'incubation de la maladie, c'est-à-dire 14 jours. Après, les Français sont arrivés à 7 jours. Pour des raisons, parce qu'on estime que 95% des cas se sont révélés dans les 7 jours. Ça veut dire qu'on passe à côté de 5% des cas. Voilà. Les Allemands, eux, ils sont restés à 14 jours. Pourquoi cette difficulté en France à trouver un positionnement collectif et à s'y tenir ? Écoutez, je suis pas sûr que ça soit moi qui faille poser la question. C'est ce qui déstabilise un petit peu les gens, c'est des informations qui parfois sont complètement divergentes. Non, je pense que ce qui déstabilise les gens, c'est les injonctions paradoxales, c'est le fait de dire une chose un jour et de dire son contraire quelques semaines plus tard, le fait de dire un jour quelque chose et 3 jours plus tard de dire que ça suffit pas et vous voyez, c'est ça qui déstabilise les gens. Je veux dire, le masque... mieux se protéger dehors qu'à l'intérieur des maisons, par exemple, avec le masque, c'est quelque part une absurdité. Parce que le risque est beaucoup plus élevé à l'intérieur des foyers qu'à l'extérieur. À la limite, on pourrait, je vais être provocateur, mais on pourrait très bien ne pas porter le masque dehors. D'ailleurs, il faudrait le porter dans le domicile, si je vous comprends. Il faudrait le porter de manière... rigoureuse dans le domicile, parce que c'est là que se passent les contaminations. C'est une maladie de l'interaction sociale en lieu clos. Les 2 mots-clés, c'est interaction sociale et c'est lieu clos. Voilà. En lieu ouvert, le risque est probablement nul, enfin quasiment nul, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de clusters en milieu ouvert qui ont été décrits. Donc, on a un peu tout mélangé. On a un peu mélangé l'extérieur, l'intérieur, les petites communautés, les grandes communautés, les réunions familiales, les grands rassemblements. Et puis, on se retrouve qu'on n'y comprend plus grand-chose. Voilà. Alors, ce qui est nouveau par rapport au moment où vous avez terminé d'écrire votre livre, c'est qu'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dès 6 ans. Est-ce que c'est indispensable, ça, par exemple, comme mesure ? On voit qu'il y a des pétitions qui circulent là-dessus et que les gens s'élèvent contre cette mesure.
Le virus circule parmi les enfants, hein, c'est évident, et même si on dit que les enfants sont moins transmetteurs, moins contagieux que les grands-enfants, enfin on dit que les petits-enfants sont moins transmetteurs, moins contagieux que les grands-enfants, qui sont eux autant contagieux et autant transmetteurs que les adultes. Voilà globalement comment on peut résumer les choses. Donc c'est pour ça qu'on a dit à un moment que puisque les petits-enfants étaient pas trop transmetteurs, pas trop contagieux, on les laissait vivre leur vie sans mettre de masque, et puis maintenant on revient en arrière. Probablement parce qu'on a fini par prendre en compte le fait que ça se transmettait également dans les écoles. D'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez que ce sont les enfants âgés de 10 à 19 ans qui sont à l'origine du plus important taux de contamination dans le foyer. Oui, alors ça a été montré par des équipes coréennes, effectivement, et on sait que les grands-enfants sont autant contagieux et autant transmetteurs que les adultes, oui. Donc 10-19 ans, ça fait quand même une fourchette importante. Oui, c'est le collège et le lycée, globalement. Carole est avec nous. Carole, bienvenue. Oui, bonjour professeur. Bonjour. J'avais une question, parce qu'on entend souvent sur les chaînes quelqu'un qui s'appelle Martin Blacher, qui préconise un petit peu, si vous voulez, j'emploie un mot difficile, mais pour les personnes âgées, alors qu'entend-il par âgées, une espèce de cloisonnement, de quasi-enfermement, et on est plusieurs femmes de 65 ans, 70 ans, tout un collectif, on se permet de vous appeler parce qu'on se sent vraiment, mis à l'écart et tout, alors que nous prenons des dispositions pour ne pas être infectés, style masque, distanciation et tout. Et ce monsieur préconise donc un confinement supplémentaire pour cette tranche d'âge, ce qui va nous conduire à plus de solitude et à plus d'ennui. Et donc, excusez-moi de dire ça, de la part du collectif, à la mort. Parce qu'on sait très bien que les personnes se laissent aller une fois qu'elles n'ont plus de contact et que cet âge arrive. Donc, pouvez-vous me dire si cette théorie vous paraît... il y a une part de vrai qu'il faut faire très attention, mais il faudrait combattre cette théorie qu'elle n'arrive pas, à se faire, parce que il y a plein de personnes âgées qui vont rentrer en dépression nerveuse, et notamment pour Noël, elles vont prendre le train avec toutes les mesures qu'il faut, bien sûr, et visiblement, elles ne le pourront pas, ou avec des FFP2 très difficiles à supporter, selon ce monsieur qui recommande ça. Pourront-elles se déplacer et quels sont les dangers en train pour elles? Donc voilà, nous on est un petit peu révoltés contre ce monsieur qui a l'air de mettre un petit peu à l'écart des personnes qui font hyper attention. Donc pouvez-vous me répondre à cet égard? Je vous en remercie. Bien, écoutez, c'est une question importante que vous posez là. Alors, en fait, l'idéal, ça serait que le virus ne circule pas du tout dans la population, mais malheureusement, c'est ce qu'on a raté. Donc, à partir du moment où le virus circule dans la population, et notamment parmi les plus jeunes, il faut impérativement protéger les personnes les plus fragiles. Mais bon, je vois que vous en êtes consciente, et donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que vous vous protégez correctement, puisque vous avez parlé du masque, vous avez parlé de la distanciation physique, auquel vous pouvez rajouter l'aération des pièces, des locaux. Mais je pense que ça suffit. Il ne faut pas non plus basculer dans la paranoïa, parce que il faut continuer à vivre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Continuer à vivre tout en respectant les mesures barrières, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Donc je pense qu'il faut être lucide par rapport aux risques que vous encourez. Et à partir de là, il faut que vous preniez la décision en toute conscience, si je peux dire, des risques que vous acceptez de prendre et de ceux que vous acceptez, que vous refusez de prendre. C'est aussi simple que ça. Voilà un peu comment je situe les choses. Mais on le voit, le coronavirus est un virus qui est clivant sur le plan générationnel. Oui, très clivant sur le plan générationnel. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin, parce que les jeunes, notamment, ont été... stigmatisés, je pense, complètement à tort,
parce que voilà, on est jeune et ça fait partie de la jeunesse. Cet apprentissage-là, en plus, ils sont quasiment pas malades ou très peu malades, ce qu'on oublie toujours de dire. On exagère même en disant qu'ils risquent gros, ce qui évidemment à l'échelon individuel est possible, mais à l'échelon collectif est faux. Ils font très très peu de formes graves. Enfin, les formes graves sont exceptionnelles chez les jeunes. Donc pour eux, c'est très difficile parce qu'en plus la dette qu'on est en train d'accumuler, c'est eux qui vont la payer. Et en plus, c'est eux qui trouvent des difficultés pour un emploi ou pour le garder ou pour le trouver lors de cette année 2020, et ça sera probablement pareil j'ai bien peur que ça soit pareil en 2021. Donc il y a des secteurs entiers de l'économie qui vont être sinistrés du fait du confinement. Je pense que les jeunes, oui, il y a un problème de fracture générationnelle. Et d'ailleurs, on arrive, voilà. Mais on oppose les personnes, on va entre guillemets âgées avec les jeunes. Est-ce que Carole, le professeur Eric Combe a répondu à votre question? Oui, je vous remercie. Juste, je voulais préciser la question des transports et du train pour les personnes âgées. Si elles prennent ces mesures, le masque, bien entendu, lavage des mains, mais comme vous le savez, quelquefois on évite les heures quand on travaille pas, on évite bien sûr les heures de pointe. Mais quelle est la circulation virale dans les bus ou les trains quand on habite, ou les trains ou les transports en général pour ces personnes-là? Quelle est la protection maximale, quoi? Honnêtement, je pense que les précautions qui étaient prises jusqu'à maintenant dans les transports, avec le port du masque, la distanciation physique, notamment dans les trains, parce que dans le métro, c'est une autre paire de manches, mais dans les trains, il y avait une distanciation physique possible, enfin, sauf quand on était côte à côte sur un duo ou un carré. Mais je pense que ça suffisait largement, et il n'y a aucun risque là-dessus. Vous n'avez pas besoin de porter un masque FFP2 dans un train, c'est complètement ridicule. Le masque grand public, ou le masque chirurgical, comme on dit, celui qu'on porte tous dans la rue, suffit largement. Le FFP2, c'est uniquement pour les personnes les plus exposées, c'est-à-dire le personnel soignant, dans des circonstances particulières. Moi, par exemple, le FFP2, je ne le porte que quand je rentre dans une chambre de malade, et encore des fois, il m'arrive de l'oublier, ce qui est une bêtise. Il faut le porter dans les chambres des malades, mais en dehors de ça, de cette circonstance-là, porter un FFP2 dans une chambre de malade, il n'y a aucune raison de porter un FFP2 dans la vie de tous les jours. D'accord, mais on est dans les trains, on est quelquefois dans des carrés. Ils ont rétabli le. Oui, maintenant, on peut s'asseoir côte à côte. Oui, je sais parce que je prends le train. Je prends le train assez régulièrement, même en ce moment. Donc je vois bien comment c'est. Mais tout le monde est masqué, donc à partir du moment où tout le monde est masqué, il y a aucun problème. Par contre, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est les gens qui ne se masquent pas. Parfois, il y a des difficultés pour faire respecter le port du masque dans les transports en commun. Et ça me gêne beaucoup plus, et ça j'ai vu à plusieurs reprises, que ce soit dans le train ou même dans l'avion, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Donc ça c'est vraiment ennuyeux, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a des personnes qui ont des masques qui ont 2-3 jours. C'est ça aussi, je voulais vous demander. On les voit bien remettre leur masque. Moi, j'ai entendu des personnes, même âgées, qui disaient « Oh, il est pas sale, je le remets. » Or, le truc, il avait 2-3 jours, donc il n'est plus efficace. Oui, il n'est plus efficace au bout de quelques heures, en fait. On estime qu'il faut les changer 2 fois par jour. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie question. Le masque, il suffit pas de mettre un masque, il suffit de mettre aussi un masque qui soit encore efficace. Voilà, exactement. Il faut les changer 2 fois par jour. Oui, c'est ça. Ou en tout cas pour les masques tissus, et puis les masques pour les masques papier, les masques que nous portons chirurgicaux, pour les masques grand public et les masques tissus, ça vous pouvez les porter un peu plus longtemps dans la journée, mais il faut les laver régulièrement. C'est juste un effet barrière. Voilà, Carole, merci pour votre question. Alors, je vous ai entendu dire que vous saviez déjà ce qui allait se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de quel moment, déjà, on va pouvoir vérifier si le confinement qu'on vit aujourd'hui a été efficace ou pas? Alors, n'abusez pas, je ne sais pas ce qui va se passer, malheureusement. J'ai vu une radio concurrente. Il y a une radio concurrente qui a titré. Alors, il faut se méfier de ce qu'on titre. Non, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, mais honnêtement, aucun d'entre nous ne sait exactement ce qui va se passer au-delà de 15 jours exactement, même si on a une petite idée de ce qui va se passer à long terme. D'ailleurs, je ne me prive pas de dire la manière dont les choses vont évoluer sur le long terme. C'est-à-dire que ce virus va s'installer parmi nous et on va vivre avec, et on sera tous avec une immunité collective vis-à-vis de ce virus dans quelques mois,
voire années, en espérant que ça sera une immunité plutôt post-vaccinale que naturelle. Mais bon, là, actuellement, c'est plutôt la piste de l'immunité naturelle qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on sait par rapport à ce coronavirus-là, quel pourcentage de la population faut-il qu'il ait attrapé pour qu'on ait cette immunité de troupeau naturelle? Oui, c'est exactement ça. C'est immunité de troupeau, c'est le terme consacré en anglais, herd immunity. Donc on ne sait pas très bien, ça dépend des maladies infectieuses en fait. Pour la rougeole, vous voyez, c'est 95% l'immunité collective qui est nécessaire pour arrêter le virus. Pour le virus du Covid, on pense que c'est entre 60 et 80%. Vous parlez de la rougeole, par exemple, vous raisonnez beaucoup en taux de contagiosité d'une maladie infectieuse. Par exemple, la rougeole, quel est son taux de contagiosité? Il est très élevé, c'est une des maladies infectieuses les plus contagieuses qui existent avec la varicelle. Les deux maladies infectieuses les plus contagieuses qui existent sont deux maladies qui se transmettent par voie respiratoire et qui sont des maladies virales, c'est la varicelle et la rougeole. La varicelle, c'est un R0, puisque maintenant les gens deviennent familiers avec le R0, qui est le taux de reproduction, c'est plus de 20. Pour la varicelle, et pour la rougeole, c'est entre 15 et 20. Donc c'est assez élevé. Le Covid, ça varie entre 3 et 5 selon les circonstances. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau sur la façon dont ça s'attrape? Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes ou pas encore sur les modalités de transmission de la maladie? Non, on en est toujours aux mêmes modalités de transmission, c'est-à-dire une maladie qui se transmet quasiment exclusivement par voie respiratoire, et qui se transmet malheureusement dans près de 50% des cas avant l'apparition des symptômes, dans les 2 jours qui précèdent l'apparition des symptômes. Et ce mode de transmission, maximum dans les 2 jours dans les 2 jours qui précèdent l'apparition des symptômes, ça rend compte de 50% des transmissions. Ça, c'est quasiment inarrêtable, à moins de vivre dans les pays asiatiques dont on parlait tout à l'heure. 40 ans après l'apparition du sida, il n'y a toujours pas de vaccin. Exact. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, c'est ce que je rappelle régulièrement quand les gens me disent qu'il y aura un vaccin contre le coronavirus demain. Je leur dis, écoutez, j'espère, évidemment, j'espère qu'il y aura un vaccin demain contre le coronavirus, on l'espère tous. Après, je ne me fais pas d'illusions excessives, parce que j'attends le vaccin sur le sida depuis 40 ans, et je vous dis pas les autres maladies infectieuses, le paludisme, la bilharziose, l'herpès, même la grippe, pour lequel on n'a pas un vaccin très efficace. C'est pas les histoires vaccinales ratées qui manquent. Alors c'est une question qui revient beaucoup, justement, la vaccination contre la grippe. Est-ce que ce vaccin contre la grippe qui activerait le système immunitaire vous protège d'attraper le coronavirus? Non, certainement pas. Même si j'ai lu effectivement qu'il y avait un bruit de fond là-dessus, mais je ne pense pas. Il n'y a aucune raison que ça soit le cas. C'est des virus qui appartiennent à des familles différentes, et en plus le virus de la grippe, même le virus vaccinal, ça stimule pas l'immunité tant que ça. Sinon on aurait un taux de réponse bien meilleur au vaccin que celui qu'on a, puisqu'on estime que l'efficacité du vaccin antigrippal c'est 50%, pas plus. C'est surtout une immunité collective qui est intéressante pour le vaccin antigrippal plutôt qu'individuel. Donc non. Non, c'est certainement pas vrai. Par contre, qu'il faille se vacciner, oui, c'est absolument indispensable pour éviter d'avoir les 2 virus qui circulent en même temps, au même moment. Mais si les gens portent des masques et finalement sortent moins et limitent leur interaction, il y aura peut-être moins de grippe, non? C'est même sûr, il y aura moins de grippe. D'ailleurs, on le sait déjà, parce que c'est ce qu'on a été observé dans l'hémisphère sud pendant l'hiver austral. D'ailleurs, les habitants de l'hémisphère sud sortent de l'hiver austral et ils n'ont quasiment pas eu de grippe. L'immunité naturelle dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle est protectrice ou pas? Parce qu'on a cru jusqu'au mois d'août dernier qu'il suffisait d'attraper le coronavirus pour être immunisé. Oui. Alors vous avez raison de poser la question. On sait que maintenant que cette immunité est insuffisante, qu'on réattrape le coronavirus et il faudra probablement l'attraper 2 ou 3 fois pour être immunisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième infection est moins grave que la première, et la troisième infection, s'il y en a une, sera encore moins grave que la deuxième. Donc faut pas trop s'inquiéter de ces réinfections, même si elles seront nécessaires pour installer l'immunité. Mais comment on explique justement les réinfections? C'est parce que ce virus n'est probablement pas assez immunisant. C'est pas le virus de la rougeole. Vous voyez, vous attrapez la rougeole une fois, vous êtes immunisé jusqu'à la fin de vos jours. Avec le virus du Covid, c'est pas le cas. D'autant plus que ce virus peut muter, donc on peut être infecté par une souche, disons un peu cousine. Alors Nadia est avec nous au 01 53 48 3000. Nadia, bienvenue. Bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour.
Alors, je vous appelle, j'ai une question, c'est justement, c'est la suite à vos propos concernant l'immunité. Donc, c'est un facteur où on n'aborde pas du tout la question. Mis à part les grands médias qui cultivent la peur, ce qui serait bien, c'est d'apporter, ce ne serait pas des solutions, mais au moins prévenir d'éventuelles idées au niveau du système immunitaire. Par exemple, la vitamine D, personne n'en parle. Je dis pas que c'est un anti-Covid, mais je dis que plus le corps a des meilleures défenses immunitaires, mieux c'est. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est tout à fait vrai, c'est évident, même ce que vous dites là. En fait, ça rejoint, vous savez, le fait que on observe des formes plus graves chez les personnes âgées. Pourquoi on observe des formes plus graves chez les personnes âgées ? Tout simplement parce que leur immunité est moins bonne, parce qu'en vieillissant, notre immunité vieillit également. On appelle ça l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement de notre système immunitaire. Et c'est parce que notre système immunitaire vieillit que les vaccins sont moins efficaces, d'ailleurs, chez les personnes âgées. C'est le cas de la vaccination antigrippale, mais aussi parce que les maladies infectieuses banales, par exemple, chez les enfants, je suis pas en train de dire que le Covid est banal chez les enfants, mais en tout cas n'est pas très grave, sont beaucoup plus graves chez les personnes âgées. Donc vous avez tout à fait raison, si on trouvait un moyen de booster de notre immunité, on se défendrait mieux contre toutes les infections, quelles qu'elles soient, Covid compris. Mais dans les cas graves justement du Covid, c'est parce que justement l'immunité s'emballe. Alors comment la soutenir sans qu'elle s'emballe ? C'est vrai que c'est une bonne remarque que vous faites là. Vous avez raison de rappeler qu'il y a deux phases dans la maladie. Il y a la phase virale et puis il y a la phase immunitaire. Et effectivement, c'est l'emballement du système immunitaire à la deuxième phase qui mène les patients en réanimation. Et parce qu'il est trop boosté finalement. C'est parce que la réponse... Alors disons qu'il n'est pas trop boosté, il est mal boosté. Voilà. Et il est probable que en fait ce dysfonctionnement de la réponse immunitaire, puisqu'on peut parler de ça, soit d'origine génétique. En fait, il est probable que selon la manière dont votre patrimoine génétique est fait, vous vous engagez dans une voie ou vous vous engagez dans une autre voie de la réponse immunitaire, et il y a une voie qui vous fera pas de mal, et puis l'autre voie elle vous fera du mal. Un peu d'humour d'infectio. Allez-y, c'est important, je pense, de garder le sens. Qui a été le premier foyer de contamination autochtone en France? C'est les contamines Montjoie. Ça ne s'invente pas, les contamines. Ça ne s'invente pas. C'est ça, d'humour d'infection. Contaminés aux contamines. Voilà, et en plus aux contamines Montjoie. Voilà. Ça ne gâche rien. Faut pas rajouter quand c'est drôle. On a appris avec finalement cette pandémie que notre système de santé tellement vanté à travers le monde n'est plus le troisième du monde. Oui, non, il faut arrêter de vivre sur cette impression qu'on vit avec le troisième meilleur système de santé du monde. Je rappelle que cette statistique remonte à 20 ans et que malheureusement en 20 ans, d'ailleurs on peut dire que la dégradation du système de santé français, que ce soit son système de prévention, son système curatif, c'est-à-dire la santé collective et la santé hospitalière, on peut dire que ça a commencé à se dégrader justement à cette époque-là, depuis 20 ans ça se dégrade. Et en 20 ans, on a tellement dégradé notre système que ça fait belle lurette qu'on n'est plus à la 3e place. Salima est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Salima. Oui, bonjour, bonjour docteur. Bonjour. En fait, je voudrais juste avoir un petit éclaircissement par rapport aux personnes, comment on appelle ça, c'est pas les porteurs, c'est les personnes, c'est pas les clusters, personnes les contacts, pas contaminées. Les contacts. Il y a un autre contact. Merci beaucoup. Parfait, vous me rafraîchissez la mémoire. Personne contact, parce que moi je suis dans la petite enfance, je suis assistante maternelle et je voudrais savoir quand les parents vous disent que je ne peux pas vous apporter le petit parce qu'on a un cas contact dans la famille. En sachant que moi, je prends toutes mes précautions, je suis masquée quand je reçois l'enfant. Par contre, je ne suis pas masquée en travaillant, ça c'est clair. Je ne vois pas l'utilité. Par contre, je voudrais avoir un petit éclaircissement là-dessus. Est-ce que les personnes contacts des familles avec qui j'exerce peuvent
me contaminer par le biais des parents, que je ne vois pas vraiment. Je suis pas en contact avec les parents direct, c'est ça? Non, honnêtement, je pense pas que, en ce qui vous concerne, ça puisse passer par les parents, hein. Parce que les parents, quand vous les rencontrez, vous êtes vous prenez les précautions nécessaires, les gestes barrières, soit vous êtes en distanciation physique, soit vous portez le masque. Donc c'est pas par les parents que ça passe, certainement pas. Par contre, je peux pas vous affirmer que ça ne passera jamais par les enfants. Ça, c'est pas possible. D'accord, ok. C'était juste parce que ça va faire... écoutez, je me suis confinée la première fois, bien sûr, comme tout le monde, mais pour le coup, comme je suis avec... je travaille avec beaucoup d'enseignants, du coup, on ne peut pas arrêter de travailler comme ça et laisser les enfants, abandonner les parents. Et vous dites qu'on peut quand même être contaminé par les petits. Oui, mais je pense que le risque est beaucoup... Enfin, en tout cas, les études, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, montrent que les contaminations à partir des enfants en bas âge est beaucoup moins facile qu'à partir de jeunes adolescents ou d'adultes. Hein. C'est pas du même ordre. Mais après, le risque zéro n'existe pas. Hein. Ça, c'est clair. Je peux pas... Le risque zéro n'existe pas dans la vie, de toute façon. Je n'en doute pas, docteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à la vitamine D. Moi, je suis suivie par notre médecin de famille depuis 20 ans, même plus que ça, depuis qu'ils nous ont exigé d'avoir un médecin attitré. Il nous a toujours conseillé fortement la vitamine D. Je veux juste rappeler que l'auditrice précédente qui disait que ils en parlent pas. Moi, j'ai toujours donné la vitamine C et pour mes enfants et pour moi. Voilà. Oui, c'est pas absurde du tout. C'est vrai que j'ai pas répondu sur la vitamine D. C'est pas connu comme étant un fort stimulant du système immunitaire, mais par contre, c'est connu comme étant une vitamine importante à l'équilibre de l'organisme. Hein. Donc, on dit qu'à l'entrée de l'hiver, notamment, il faut se faire une ampoule de vitamine D. Je pense qu'il y a pas à discuter à ce propos-là. Même si je suis pas dans mon domaine de compétence absolue, hein, clairement. Merci, docteur. Bonne journée. Merci, Salima. Merci, Philippe. Gros bisous. Bonne journée. À bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce qu'on sait de l'origine de ce nouveau virus, finalement? Et pourquoi est-ce que c'est toujours une énigme alors que le monde entier, les chercheurs du monde entier sont en train de travailler dessus? C'est pas tant une énigme que ça. Hein. C'est-à-dire que les coronavirus viennent tous du monde des chauves-souris. Donc ça, on le sait. Et ce coronavirus, on sait exactement de quelle chauve-souris il vient. Je suis incapable de vous citer l'espèce correctement, mais on a identifié une chauve-souris qui portait un virus du Covid-19, enfin, ou en tout cas un cousin germain, 98% de ressemblance. Par contre, ce qui n'est pas clair, comme ça passe pas directement de la chauve-souris à l'homme, ce qui n'est pas clair, c'est quel a été l'animal intermédiaire. Par exemple, pour le SARS, c'était la moufette. Pour le MERS-CoV de la péninsule arabique, c'est le dromadaire. Et pour le Covid, on a dit que c'était le pangolin, mais finalement, on n'est pas sûr du tout que ça soit le pangolin. Donc, on est toujours à la recherche de l'animal intermédiaire. Et le fameux marché aux poissons de Wuhan, dont on parle tout le temps. Oui, mais je pense qu'en fait, on sait maintenant que le virus avait commencé à apparaître à Wuhan bien avant cette histoire de marché aux poissons ou de marché aux fruits de mer, peu importe. En fait, le virus circulait probablement déjà depuis l'été 2019 dans la région de Wuhan. Il y a des cas qui remontent à septembre, octobre. Donc, le virus circulait déjà depuis plusieurs semaines. C'est exactement pareil en France. Hein. En France, si on prend le Grand Est, on a dit que c'était le grand rassemblement évangélique de Mulhouse qui avait tout démarré. Pas du tout. Hein. Le virus, il circulait déjà depuis le mois de novembre dans le Grand Est. Il était arrivé par Colmar. J'en parle dans le bouquin. C'est assez intéressant sur le plan historique de voir comment le virus est arrivé en France et comment on est resté bloqué sur certains événements alors qu'en fait, il circulait déjà par minute depuis plusieurs semaines, voire mois. Et vous expliquez comment vos services n'ont pas vu passer les premiers cas, comment ils ne les ont pas détectés, puisque dans la Oui, on a tous raté. Vous n'aviez pas les bons symptômes, quoi. Voilà, c'est ça. On a tous raté les premiers cas, nous y compris d'ailleurs. Hein,
Nous, manque de chance, c'était un cas à présentation digestive, et à l'époque, on pensait pas que le virus pouvait donner des formes Donc il y avait des digestives. diarrhées, c'est ça? Diarrhée, voilà, diarrhée, vomissement, comme une intoxication alimentaire. Bon, voilà, on est passé à côté, nous comme d'autres d'ailleurs. Mais c'est intéressant de voir que en reprenant des dossiers de patients, que ce soit à Colmar ou que ce soit en Seine-Saint-Denis, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des cas qui remontaient à novembre pour Colmar et à décembre pour la Seine-Saint-Denis, et donc probablement même avant en ce qui concerne la région parisienne. Quand on s'intéresse par exemple aux MERS et aux SRAS, que vous avez étudié, il y a ce qu'on appelle les supercontaminants. Oui. Super contaminateur. Ou contaminateur. Donc, est-ce que c'est vrai pour le cas du coronavirus ou pas? En fait, on ne sait pas si c'est des super contaminateurs ou si c'est des événements super contaminants. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant que vous utilisiez le mot de super contaminant, parce que effectivement, vous avez peut-être raison. Soit c'est lié à la personne qui est super contaminatrice, soit c'est lié à un événement qui est super contaminant. Moi, je pense que c'est plutôt une personne dans un environnement donné qui va donner des cas autour. Voilà. Et le rassemblement évangélique de Mulhouse, dont on parlait tout à l'heure, est caricatural de ce point de vue-là. Mais la campagne électorale a joué exactement le même rôle, puisque moi je suis persuadé que c'est la campagne électorale du premier tour des municipales qui a amplifié l'épidémie. Et c'est pas, personne ne le dit, mais je pense que c'est hyper important de le dire, parce que si on ne le dit pas, on va faire les mêmes erreurs pour les élections régionales, qui, je vous rappelle, sont dans quelques mois. Sonia, à Bourges, au 01 53 48 3000. Sonia, bienvenue. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Sonia. Bonjour docteur. Bonjour. Oui, je voulais vous poser des questions. Voilà, dépasser la soixantaine. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre produits naturels, bien sûr, pour des défenses immunitaires, voilà, pour être en forme, tout simplement, pour ne pas attraper ce virus, pour se protéger un peu pendant l'hiver. Écoutez, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle en dehors des mesures de barrière, les mesures barrières. Donc c'est ça qu'il faut que vous respectiez. Après, sur le plan individuel, j'insiste souvent, alors on a parlé des vitamines tout à l'heure, mais j'insiste souvent sur l'hygiène de vie en fait. C'est quelque chose sur lequel on n'insiste jamais assez, mais je pense que l'hygiène de vie est absolument fondamentale, c'est-à-dire des fruits, des légumes, pas trop de sucre, des heures de sommeil à respecter, ce qui est très important. Vous voyez, des petites choses, vivre bien et normalement. D'accord, non, parce que moi je travaille, la dame tout à l'heure elle a appelé, elle travaille avec les enfants chez elle, moi je travaille dans les écoles. Et donc on est au milieu avec des enfants, il y a des adultes bien sûr, mais il y a beaucoup d'enfants dans les écoles. Et donc, comme on dit, voilà, les enfants peuvent nous transmettre aussi ce virus. Donc même en se protégeant, on ne peut pas tout le temps à distance avec les enfants qui viennent nous voir, on ne peut pas non plus tout le temps mettre des distances, même avec le masque et tout. C'est pour ça que voilà, je voulais, j'ai fait de l'hypertension. Après 60 ans, quand on commence un petit peu la santé commence à prendre, voilà. Et voilà, c'est pour des vitamines, des défenses immunitaires pour se protéger. Voilà, c'est ça ma question en fait. Vitamines et défense immunitaire, en fait, on en a absolument aucune idée. Il n'y a pas d'études qui ont été faites rigoureuses là-dessus. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de votre équilibre naturel d'avoir un dosage de vitamines correct. Et donc, en hiver, effectivement, on dit qu'on a besoin d'être supplémenté en vitamine D par rapport aux défauts d'ensoleillement. Et c'est important. Mais c'est intéressant, vous êtes infectiologue et finalement, vous êtes habitué aux réactions du système immunitaire, quand les virus ils sont attaqués par les virus. Vous n'avez pas une partie prévention et renforcement de ce système immunitaire, puisque vous savez exactement comment il va répondre? Oui, c'est une bonne question qui doit nous conduire à nous interroger effectivement sur le système de prévention en général. Je pense que ça rejoint les problèmes de santé publique dont on parlait en tout début d'émission. C'est vrai qu'on n'est pas assez axé sur la prévention, on est trop axé sur le curatif. Je parle de nous, médecins, et c'est comme ça qu'on est formé. Je pense que honnêtement, je pense que c'est très catastrophique en fait de ne pas avoir une optique préventive. Bon, et Sonia, mesure barrière, à fond, à 100%. L'hygiène de vie. Oui, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Bon. Moi, c'était juste pour mon corps, en fait, pour me renforcer, pour être en forme, quoi, et puis...
Voilà. En tout cas, vous faites un beau métier et c'est vrai que vous êtes très sollicité, vous aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ceux qui sont dans les écoles, mais oui, vous êtes en première ligne aussi. Et aérer. Dans les écoles, il est vraiment important d'aérer les locaux. Ouvrir les fenêtres. Je trouve qu'on n'ouvre pas assez les fenêtres dans les écoles. Possible. Ok. Gros bisous, Sonia. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Est-ce que les chiens renifleurs sont une alternative au test? Vous dites que la maladie a une signature olfactive. Elle sent quoi, cette maladie? Alors oui, c'est vrai, j'ai souligné ça dans mon bouquin. Il y a même un paragraphe spécial sur les chiens renifleurs. Je trouvais que c'était très intéressant. C'est plus rapide que le test, Bah oui. j'ai envie de vous dire, Non, mais finalement. mais c'est Un honnêtement, bon petit malinois. c'est plus sensible et c'est plus rapide. Voilà. Après, donc c'est meilleur. Voilà, il n'y a pas photo. Après, pourquoi ça ne sera pas fait? Bah, écoutez, on est en droit de se poser la question. Vraiment. Je Vous dites pense que les chiens ont un super pouvoir, Oui, ils oui, ont un oui. super nez, les chiens. Ah non, Ils mais sont- je sais. D'ailleurs, j'en parle j'en parle. Après, bon, voilà, c'est pas moi qui prends les décisions. Bon. Mais je regrette. Zaya est avec nous. Zaya, bienvenue. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour, Madame Zaya. Je voudrais parler au docteur, enfin lui poser une question, s'il vous plaît. Je vous le passe, Zaya. Éric Combe vous écoute et vous répond. Bonjour, je vous Merci. écoute. Bonjour, docteur. Écoutez, je suis une personne qui a 70 ans et j'ai très souvent cette période d'érinite. Et là, je peux rien mettre dans le nez. Je prends un médicament le soir et dans la journée, je fais que des lavements. Eh ben, Parce c'est ce qu'il y a de que mieux. j'ai souvent d'érinite. Bah, écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. J'imagine que vous l'avez à l'eau de mer, enfin, ou à une eau salée, c'est au sérum physiologique, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est le meilleur traitement, hein, donc ça ne change rien. Et le soir, je prends du desloratadine pour les Ouais. Donc c'est un antihistaminique. Donc le soir, Voilà. vous prenez un antihistaminique. Donc ça marche si votre rhinite elle est d'origine allergique. Mais si votre rhinite elle est d'origine virale, ça ne marchera pas. Par contre, les antihistaminiques en général sont dotés d'un petit pouvoir un peu hypnotique. Donc ça facilite l'endormissement et ça peut faciliter le sommeil. D'accord, je peux le prendre pendant un mois, c'est ce qu'on m'a dit. Vous pouvez le prendre pendant autant de temps que vous voulez. D'accord, je vous remercie, docteur. Vous êtes vous en- bien aimable et bonne journée. Je vous en Au prie. revoir. Merci, Au revoir. Zaya. Au revoir. Au revoir. Tiens, sans transition aucune, puisqu'on parle d'animaux, et on va revenir sur le MERS, mais peut-être qu'on n'a pas tiré toutes les leçons du MERS. Ah bah, clairement, ni du MERS, ni du SARS. Sauf certains pays. Nous, on les a pas tirés. Vous dites mais- SARS, vous, ou SRAS? En C'est anglais, pareil, oui, ouais, parce ouais, que d'accord, je ouais. mélange l'anglais et le français. Mais Non, ça c'est votre côté voilà. international. Je suis bien. désolé. Vous fréquentez trop les plateaux de télé. Mais par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de boire du lait de chamel? Ah bah parce que le virus du MERS-CoV se transmet en buvant le lait de chamel dans la péninsule arabique, uniquement dans la péninsule arabique et notamment en Arabie Saoudite. Donc il est conseillé effectivement de ne pas approcher trop près des chameaux, enfin des dromadaires, et de ne pas boire du lait de chamel, puisque le virus du MERS peut se transmettre comme ça. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour accueillir Nadia On n'a pas de pub, donc tu peux prendre ton temps si tu veux, Philippe. Oh, bah, on peut aller jusqu'à 11h Si t'es motivé, vas-y. Alors, hein. moi, tu sais, je suis motivé. Eh C'est ben, peut-être mon invité. ouais, Alors, c'est vrai. Nadia est avec nous. Nadia, bienvenue. Oui, merci. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour au professeur Combe. Bonjour. Alors, moi, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que j'avais... de toute façon, je viendrai vous consulter en prenant rendez-vous. En consultant le professeur Combe, professeur Astagno, donc il a dit qu'il ne peut rien faire pour des infections à répétition. Et c'est ça que je n'ai pas compris. Donc vous avez consulté, il se trouve que je connais le professeur dont vous parlez, le professeur Astagno, c'est un de mes collaborateurs, dont vous êtes venu le consulter dans le service. Effectivement, malheureusement, il vous a dit la vérité, on n'a pas de moyens en dehors, sauf si on vous découvre un déficit immunitaire qui explique que vous ayez des infections répétées, mais si on ne découvre pas d'infection, de déficit immunitaire, il n'y a rien qu'on puisse vous proposer d'autre que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'hygiène de vie. Oui, en fait, brièvement, il y a mon fils qui a été opéré des sinus, une ouverture de première. Et puis une deuxième fois aussi, on est allé voir le sinus. Et donc maintenant, comme c'est une porte d'entrée, on lui a dit, pour les infections, il y a bien quelques... Enfin, une porte faut bien d'entrée. qu'il soit soigné. Oui, ça peut être une porte d'entrée potentielle, effectivement. D'ailleurs, c'est par là. Le virus du Covid rentre par le nez. Donc, effectivement, ça peut être une porte d'entrée, mais c'est pas toujours responsable d'une rhinite pour autant, quoi. Il est décédé du Covid, mais ça n'a rien à voir, ça. Il peut l'attraper. Là, mon fils, actuellement, il l'a. Parce qu'ils sont chauffeurs de bus, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
bien que tout le temps ils sont en train de rappeler les voyageurs de mettre leur masque. Et donc voilà, j'ai pas compris, un professeur infectiologue ne peut pas soigner des infections. Mais c'est pas qu'on peut pas. Ça, c'est une bonne question finalement. Non, mais quand c'est des infections bactériennes, on les soigne très bien. Quand c'est des infections virales, malheureusement, il n'y a pas de traitement contre les infections virales en dehors de l'herpès, de la grippe et puis du sida, quoi. Voilà. On n'a pas de médicaments antiviraux suffisamment efficaces. Bon, Nadia, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Professeur Éric Côme, merci d'avoir pris du temps pour les auditeurs de Beurre FM. Vous n'étiez pas encore venu. En dépit de votre marathon médiatique, vous êtes devenu je suis venu avec plaisir, une bête de médias et votre livre s'appelle Urgence sanitaire chez Robert Laffont.